C'est gênant pour au moins deux plans. Il y a le plan de la politique menée par le gouvernement, alors que Gérald Darmanin voulait endiguer la délinquance, les rodéos, les refus d'obtempérer par la peine prison. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui refusent d'obtempérer, qui commettent des actes de délinquance, qui participent au trafic de drogue, auraient peur de la prison en voyant cette image? Ils ont plus l'impression que ça apparaît comme un centre de loisirs plutôt qu'un lieu de rétention où vous sortez les gens qui sont nuisibles. Notamment, c'est une question notamment portée sur la question de la réinsertion. Est-ce que vous réinsérez les gens dans la société en étant durs, en les remettant dans les droits chemins par l'ordre et l'autorité, ou par l'amusement et par des loisirs quelconques comme le karting et des balades de piscine? Je pense que c'est un deuxième point où c'est problématique, c'est le contexte que nous traversons vis-à-vis des Français. Nous sommes en période de crise économique avec une forte poussée de l'inflation. Il y a 50% des Français de classe moyenne et de classe populaire qui ne partent pas en vacances et dont les enfants ne bénéficient pas de loisirs. Et donc ces Français-là voient ces images et voient des détenus qui auraient plus de droits qu'eux-mêmes et que leurs propres enfants. Le gouvernement a demandé, notamment par le biais des préfectures, de restreindre l'eau dans certains départements en raison du manque d'eau potable. Et vous voyez des détenus bénéficier d'une piscine. Est-ce que les Français, auxquels on connaît depuis Alexis Tocqueville, la passion pour l'égalité, s'estimeront dans cet ordre-là et diront est-ce que l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts? Paul Sugy, je vous ai vu réagir très rapidement. Le directeur de prison est obligé d'en informer, à minima pour la communication. De toute façon, on ne peut pas communiquer sur des images de prison sans avoir l'aval du ministère de la Justice. Moi, je pense qu'il y a deux choix pour Éric Dupond-Moretti. Soit il est coupable, soit il passe pour un idiot. Et comme c'est un brillant avocat, il sait très bien qu'il vaut mieux passer pour un idiot que pour un coupable. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce type de décision? Soit il était au courant, il a validé lui-même cette décision, et on va prendre l'hypothèse que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il n'était pas au courant. Alors on va se poser la question sur pourquoi est-ce que le cabinet du ministre, la direction pénitentiaire, a accepté ce type de décision. Moi je pense qu'ils ont accepté ce type de décision parce que c'est en cohérence avec la doctrine pénale d'Éric Dupond-Moretti depuis qu'il est arrivé comme garde des Sceaux. C'est-à-dire qu'il a toujours promu et il a toujours dit qu'il était ministre des détenus, qui était plutôt davantage ministre des prisonniers que ministre des victimes, et que sa politique passait par la réinsertion plutôt que par l'ordre et la sécurité. Et donc, du coup, il pense, on va y arriver, il pense en fait que, contrairement à la question d'assimilation auquel il faudrait emmener ces détenus sur la question du travail, sur la question de la culture française, et du coup, vraisemblablement, il pense qu'il faut s'accommoder à leur culture et que c'est en les comprenant, en faisant de l'empathie, qu'on les réinsérera, qu'on les comprendra et que ces personnes reviendront de la société républicaine. Et c'est là où deux visions s'opposent. Une vision républicaine, classique, laïque, et auquel on se dit, écoutez, pour réinsérer les gens, il faut s'assimiler à notre culture, vous réinsérer par le travail, par l'ordre républicain, etc. Et l'autre idéologie qui est celle de l'accommodement raisonnable, auquel, pour comprendre les gens et pour intégrer les personnes, les détenus et les réinsérer dans la société, il faut s'accommoder à leur culture, il faut les comprendre davantage, et en les comprenant davantage, ils vont se dire, on nous écoute, on nous entend, et ça permet de les réinsérer dans l'ordre républicain. C'est pour ça que je pense que vraisemblablement, à minima, c'est la doctrine de Dupond-Moretti qui a été appliquée. Ce qui est sûr, en condition d'incarcération des détenus en France. Enfin, je veux dire, sinon, ce serait effroyable. Non, mais vous rigolez ou quoi? Non, mais attendez. J'essaye, si vous voulez. Laissez terminer Paul, et il nous restera juste une petite minute après. Un peu de distance avec l'argument qui voudrait que, dès lors que l'on va proposer des activités un tant soit peu agréables ou festives aux détenus, c'est humiliant ou c'est insultant pour les familles des victimes. Enfin, c'est quand même pas la même chose. Non, mais attendez. La question qu'on se pose, la prison, c'est à la fois une peine qui permet de sanctionner la question une action contre la loi et en même temps un lieu. Oui, mais il faut. Alors, William T. et après Jean Messia, en quelques secondes, s'il vous plaît. La question, c'est pas celle-ci. La question, c'est est-ce que les activités ludiques aident ces gens-là à s'insérer en raison des crimes et des délits qu'ils ont commis? Moi, je pense que non. Je pense que le meilleur moyen, c'est par l'ordre, l'éducation et le travail, et non pas par les activités. Mais Jean Messia, en quelques secondes. Non, mais au-delà de ça, Jean Messia, en quelques secondes. Au-delà de ça, effectivement, c'est pas aux familles de victimes de décider des conditions de détention. Là, je vous rejoins, mais il appartient quand même à l'administration pénitentiaire de mettre en place les conditions pour absorber l'envie de vengeance des victimes. Or, c'est certainement pas en les montrant en train de faire du karting et de la piscine qu'on va effectivement absorber cette intention du talion qui peut y avoir derrière toute personne qui s'est fait violenter, agresser, cambrioler, voler, etc. Il faut qu'il y ait des conditions dissuasives permettant aux victimes de se dire effectivement, justice a été rendue. Or, c'est pas le cas. On reprendra ce débat à partir de ailleurs, puisque c'est le but recherché. On approche d'une crise financière et d'une crise monétaire comme à la fin des années 2010. Sur la crise des dettes souveraines. À l'époque, il y avait un économiste qui s'appelait Mundell qui disait qu'il y avait un triangle d'incompatibilité. Vous ne pouvez pas à la fois sauver la zone euro, fermer les frontières et libéraliser l'économie, ce n'était pas possible. Et là, c'est un peu pareil. Bruno Le Maire veut réduire les déficits publics, baisser les impôts et augmenter le pouvoir d'achat des ménages, et donc du coup, via une augmentation des dépenses publiques. C'est impossible de faire les trois en même temps, il faut en faire que deux. Et donc du coup, il faut qu'ils choisissent. Je pense que sur le plan politique,
Il a raison d'afficher de tels objectifs. Malheureusement, il faudra qu'au moins en enlève un. Je pense qu'il va enlever la question des réductions de déficit public. Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Quand vous regardez, on est en train de vivre une crise économique et une crise énergétique qui est similaire à celle de la fin des années 70-80 avec ce qu'on appelait les 2 chocs pétroliers. La crise énergétique que nous traversons conduit implicitement à un 3e choc pétrolier. Ce qu'avaient fait à l'époque les gouvernements qui ont réussi, donc ceux de Thatcher et Reagan, c'est qu'ils avaient baissé les impôts et ils avaient augmenté les dépenses tout en abandonnant la question du déficit public. À ce moment, Bruno Le Maire, pour éviter à la fois une crise dans la rue, augmenter le pouvoir d'achat des ménages, va en fait augmenter les dépenses publiques implicitement. Ça veut dire qu'en fait, il ne baissera pas les dépenses publiques, c'est-à-dire qu'il va le maintenir au niveau traditionnel. Donc il ne va pas augmenter les impôts, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Moi, je pense qu'il baissera les impôts. D'accord. Il stabilisera les dépenses publiques au niveau actuel, donc 62,5, et il abandonnera les déficits publics, il laissera creuser le déficit public et la dette publique, parce qu'en fait, si par cas il baisse les déficits publics, donc il baisse les dépenses publiques pour du coup baisser le déficit public, vous avez éventuellement une révolte des Gilets jaunes. Si vous avez une révolte des Gilets jaunes, une révolte des classes moyennes inférieures, des classes populaires, est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement est en capacité de tenir et de passer jusqu'à la fin du quinquennat et qu'il n'y ait pas de motion de censure qui conduise à une dissolution? Donc il doit à la fois mener un objectif économique, un objectif politique qui lui conduira implicitement à abandonner la question du déficit public. Il y a donc, Jean Messia, une priorité politique. En fait, le point essentiel, c'est que les ministres qui dirigent actuellement doivent se rappeler de la phrase de Churchill. Les hommes d'État pensent à la prochaine génération et les politiques pensent à la prochaine élection. Et eux, ils ont un problème d'incompatibilité. C'est-à-dire que sur toutes les questions qu'on a évoquées, c'est quasiment impossible d'avoir des résultats dans les 5 prochaines années, en tout cas de manière sensible. Sur la question du pouvoir d'achat, quand vous regardez depuis ce qu'on appelle la mondialisation et l'ère néolibérale dans les années 80, dire que le seul moyen d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages, donc catégorie intermédiaire et catégorie populaire, c'est en fait d'atteindre le seuil du plein emploi pour qu'à la fin, il y ait une pénurie de travailleurs pour augmenter du coup implicitement, parce que les entreprises augmenteraient ce type de salaire. Mais pour atteindre le plein emploi, il y a des barrières françaises à traverser. Il y a la barrière du travail d'emploi des seniors et la barrière d'emploi chez les jeunes. Chez les jeunes, actuellement, on a un seuil d'emploi et on a un problème depuis la crise sanitaire, c'est qu'en fait, on a une vague de démission dans la mesure où les jeunes cherchent en quête de sens et refusent ce qu'on appelle les boulots de merde. On a une difficulté dessus, c'est qu'on n'arrive pas à réinsérer dans le travail manuel, même si l'apprentissage a augmenté ces dernières années. Sur le travail des seniors, on a une difficulté, c'est le taux de cotisation et le niveau de salaire par rapport à la productivité d'un salaire d'un travailleur qui est entre 55 et 65 ans. Et c'est pour ça qu'il a un véritable sujet sur la question de la réforme des retraites. C'est-à-dire que même si vous allongez l'âge de départ légal à la retraite, ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes-là trouveront un emploi et trouveront un emploi qui soit conséquent et qui soit en rapport avec leur qualification. Il y a un deuxième sujet qui est important sur la question du pouvoir d'achat, c'est qu'en fait, le seul moyen, c'est d'opérer ce qu'on appelle un nivellement par le haut, par le travail. Ça suppose d'agir sur 3 points clés. La question du taux d'emploi, la question de travailler plus de façon hebdomadaire et tout au long de la vie. Et après, le 3e point, c'est le nivellement par le haut, c'est-à-dire augmenter ce qu'on appelle la montée en gamme. Mais tous ces 3 points-là, à chaque fois que vous regardez les politiques publiques, que ce soit Gerhard Schröder, que ce soit les politiques américains, démocrates ou républicains, ou même Margaret Thatcher et Tony Blair, ça a pris entre 10 et 15 ans. Donc est-ce que Bruno Le Maire, dans le contexte de crise économique actuelle, aura des résultats avant 2026-2027? Il y a un doute. Juste un mot avec Jean Messia, parce que j'aimerais qu'on évoque avant la pause. Gérald Darmanin propose des mesures qui sont bienvenues parce que les forces de l'ordre réclament des moyens matériels supplémentaires, notamment des moyens humains supplémentaires et des ressources et du matériel supplémentaire. Là où je pense par contre que Gérald Darmanin est impuissant et va être victime d'un sentiment de dépossession, et pas uniquement d'un sentiment, il va être victime d'une dépossession parce qu'en fait il n'a pas les moyens d'agir concrètement. C'est parce que sa doctrine n'est pas la bonne, il réagit uniquement sur la logique des moyens, alors que c'est sur les autres volets en fait qu'on aura des changements de paradigme substantiels. Les différentes mesures qu'il propose vont permettre d'améliorer les choses, mais est-ce que ça va permettre d'endiguer véritablement la montée de la violence? Il y a un rapport de la CIA qui est très intéressant, qui est remis à chaque fois au président américain. Il remarque notamment ce rapport que la société occidentale est marquée par 2 phénomènes, la polarité et la radicalité. La polarité, ça veut dire qu'avant, si on avait des avis contradictoires, on aurait pu se rejoindre sur un avis commun. Là maintenant, on va chacun s'écarter sur un avis commun. Et en plus, vous ajoutez le sentiment de radicalité, ça veut dire qu'avant, on avait uniquement une joute verbale. Là maintenant, si je ne suis pas d'accord avec vous, vraisemblablement, j'aurai des moyens qui sont plus forts, voire une agression. Et je pense que sur ces éléments-là, la question qui se pose, c'est la question de la doctrine en fait, qui est employée sur la question du maintien de l'ordre. Est-ce que la doctrine qui est employée sur le maintien de l'ordre est suffisante pour endiguer les violences, les phénomènes de rodéo, les phénomènes de refus d'obtempérer? Je ne pense pas, parce que ça risquerait notamment, c'est ça, la France a peur, notamment depuis 1986 et 2005,
sur la question de Malik Oussekine et sur la question des émeutes des banlieues. Et par rapport à ça, on ne veut pas changer notre doctrine de maintien de l'ordre. Je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qui a conditionnement de puissance. Le deuxième élément, c'est la question de la dépossession. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout seul, alors que pour endiguer un tel phénomène qui ne devient pas des questions de faits divers, mais un phénomène de société, en fait, il faut avoir des moyens coordonnés, les moyens gouvernementaux. Quand vous dites qu'il est tout seul, pardonnez-moi, William T., il n'est pas soutenu par Emmanuel Macron, l'ensemble du gouvernement. Et Dupond-Moretti. Il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul, et même la majorité parlementaire ne le soutient pas dessus. Parce qu'en fait, pour agir sur le réel, il faut pouvoir, et il a raison, le décrypter. Et ensuite, après, il faut y répondre concrètement. Mais la réponse uniquement régalienne ne suffira pas. Depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, on a eu des ministres de l'Intérieur qui étaient bons, qui avaient de la volonté politique, avec Nicolas Sarkozy, avec Manuel Valls et actuellement avec Gérald Darmanin, qui ont la volonté d'agir sur le réel. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné et pourquoi ça ne fonctionne pas concrètement? Parce qu'à chaque fois, on a toujours la même chose, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui prône une politique répressive et un ministre ou une ministre de la Justice qui est plutôt sur la question de la réinsertion plutôt que sur l'ordre et la fermeté, auquel moi je pense qu'il faut aller plutôt dans le même sens sur la question de la politique pénale. Et tant que vous n'irez pas dans le même sens, les policiers attraperont les délinquants et ensuite après, il n'y aura pas d'effectivité des peines. Il y a 90 000 peines qui ne sont pas exécutées en France. Ensuite, il y a un autre point, c'est la question migratoire. Et là, j'arrive à Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Gérald Darmanin veut agir, mais on l'a vu avec l'imam Iqoussen, c'est qu'on est enfermé dans un carcan administratif, idéologique et réglementaire et législatif. Et face à ça, est-ce que Emmanuel Macron, qui est le champion de l'Europe, osera suspendre ou à minima, voire sortir de la Convention européenne des droits de l'homme pour lutter contre le fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui autorise, qui juge de façon disproportionnée les expulsions par rapport à la vie familiale et privée. Et est-ce que cette décision de justice ne va pas faire jurisprudence pour toutes les décisions de Gérald Darmanin sur les questions migratoires? Est-ce qu'on n'aura pas d'autres décisions d'expulsion auxquelles le juge va dire, comme il a vécu 10 ans en France et qu'il a des enfants, c'est une atteinte disproportionnée? Et donc, du coup, est-ce qu'il aura les moyens d'agir concrètement et est-ce qu'il sera soutenu par le reste du gouvernement? Est-ce qu'on peut imaginer alors qu'il soit... Si le Conseil d'État confirme la décision du tribunal administratif et qu'il veut toujours proposer sa loi immigration, il pourra toujours dire ma loi immigration est pertinente, vu que le cadre juridique n'est pas le bon. Dans tout cas, il est gagnant. Sur le papier, en tout cas, il faut qu'il convertisse. Non, Gérald Darmanin essaye de répondre au réel. Mais de toute façon, il n'a pas les moyens de pouvoir agir concrètement sur les différentes problématiques qu'on a évoquées. Et pour répondre à Jean Messia, pourquoi est-ce qu'il dit depuis 40 ans, on n'arrive pas à imposer un modèle français? Parce qu'en fait, la France s'est heurtée à un choc auquel on ne s'est jamais remis. C'est la mondialisation dans les années 80. Pas seulement, non. Et depuis la mondialisation des années 80, on a eu tous les problèmes qui sont arrivés. Des problèmes économiques, des flux migratoires qui sont plus importants parce que les flux sont arrivés. Et en plus, il y a une chose qui est importante, c'est que notre modèle qui était initial, qui était importé depuis la Révolution française, et donc le modèle qui a été confirmé par la Troisième République, qui était notre modèle laïque, unique et unitaire, a été rencontré, s'est confronté au modèle anglo-saxon. Et on n'a pas réussi à avoir un modèle aussi attractif qui n'arrive, et donc je pense que c'est ça l'enjeu essentiel, c'est que comme on n'a pas de vision à proposer, on n'a pas de société à proposer, c'est ça. Je pense que c'est ça le sujet. Non, mais je veux dire, en fait, il n'y a aucun politique qui a réussi à proposer un sujet, et je ne pense pas que les gens... Il y a d'autres pays qui ont été confrontés à la même mondialisation. Ils ont fait quoi? Tu prends le Japon, par exemple, ou la Corée du Sud. Non, mais le Japon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les frontières. Exactement. Non, mais attends, le contexte que tu décris est parfait, je suis tout à fait d'accord. Je dis simplement que le contexte n'est pas une donnée qui tombe du ciel et qui entraînerait qu'on s'aplatisse devant et qu'on s'agenouille devant. Il y a quelque chose qui s'appelle la volonté politique qui permet justement d'agir sur le réel. C'est ce que n'ont pas manqué de faire des pays comme la Chine, comme la Corée du Sud, comme le Japon, j'en passe et des meilleurs. William T. Ces pays-là ont choisi. Tout à l'heure, sur la question économique, je parlais du triangle d'incompatibilité. Là, c'est à peu près la même chose. Vous ne pouvez pas garder votre modèle naturel, historique et civilisationnel reposant sur les traditions comme la Chine et le Japon, tout en voulant ouvrir les frontières et accueillir votre population. C'est pas possible. Bien sûr. Et comme vous ne pouvez pas pratiquer le protectionnisme économique tout en ouvrant les frontières, c'est impossible. Et à chaque fois en France, depuis une quarantaine d'années, on veut accomplir des objectifs qui sont contradictoires. Comme sur le régalien, comme sur la question de la justice. Sur la justice, on demande aux prisons en fait, d'avoir une politique répressive et en même temps de réinsertion. Sur l'éducation, on demande de former aux fondamentaux et en plus de former aux citoyens et de former aux activités périscolaires. Moi, je pense que le sujet numéro 1 du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur et du gouvernement, c'est de définir des priorités avec une mission simple par ministère. C'est vrai. Paul Sugy, le ministre de l'Intérieur. On l'a rappelé, vu les conditions de Mayotte, Mayotte est un peu à l'avant-garde avec des années d'avance sur ce qui peut arriver sur le territoire français. Et ce que suggère Jean Messia. Parce qu'en fait, là, actuellement, Mayotte rencontre, en raison des dispositions françaises, c'est-à-dire que quand vous allez à Mayotte et que vous immigrez à Mayotte, vous augmentez substantiellement vos conditions de vie, ce qui attire en fait une grande partie de la population aux alentours.
personnes viennent parce qu'ils se disent qu'ils bénéficient d'un meilleur cadre, et notamment d'un régime qui est plus sûr et qui est plus favorable que le régime préexistant. Mais est-ce que cette condition-là ne peut pas arriver, notamment en France, au vu et au regard des grandes mutations mondiales que nous allons traverser? La question du droit du sol à Mayotte, et puis après je parlerai du territoire français, sur la question du droit du sol à Mayotte, le Conseil constitutionnel permet en fait de faire des lois spéciales à Mayotte en raison d'une disposition d'outre-mer, c'est l'article 73 de la Constitution qui le prévoit. Une loi de 2018 aurait pu permettre de le faire. Donc techniquement, Gérald Darmanin peut aller plus loin. Je pense qu'il y a une question essentielle à se poser, c'est est-ce qu'en fait, sans remettre en cause le droit du sol, est-ce qu'on peut remettre en cause l'automaticité du droit du sol en raison de certaines conditions et alourdir en fait les conditions supplémentaires? Est-ce que la personne en question peut bénéficier du droit du sol si par cas il a été un délinquant jusqu'à sa majorité, etc. Et ça permettrait notamment de faciliter sur les questions, sur l'assimilation de ces personnes-là. Ensuite, pourquoi est-ce que ça peut arriver sur le territoire français? En raison des grandes mutations que nous avons rencontrées cet été. Nous avons rencontré une crise alimentaire, notamment avec l'arrivée de la guerre en Ukraine. Et est-ce que les régimes africains ne vont pas être victimes de déstabilisation à raison d'éventuellement de famine? Et si vous avez des déstabilisations dans le régime africain, éventuellement, ou peut-être vraisemblablement, ces personnes vont monter vers le nord et donc se diriger soit vers le Maghreb, et si le Maghreb ne les maintient pas, vers la France et en tout cas vers l'Europe. Nous avons une crise énergétique, une crise économique. Est-ce que tous ces sujets-là ne vont pas conduire éventuellement à des flux migratoires qui sont beaucoup plus importants? Et je pense que Gérald Darmanin, comme l'ensemble du gouvernement, voit Mayotte comme une phase test des mesures qu'il faudrait prendre avant éventuellement de l'étendre à la France. Je ne dis pas que ça va arriver l'année prochaine. Mayotte peut être un laboratoire. Je pense que Mayotte est un laboratoire. Et si on n'arrive pas à résoudre la situation en Mayotte, on ne résoudra pas la situation en France. De cette polémique, là, lui n'était pas au courant. En tout cas, ses services précisent qu'il n'était pas au courant, lui, directement, même s'il y a eu forcément une autorisation du ministère de la Justice à un moment donné. Je ne suis pas sûr que ce soit la logique d'Éric Dupond-Moretti depuis qu'il est arrivé à Place Vendôme. En fait, Éric Dupond-Moretti fait un peu de la communication et de l'affichage, mais il ne résout pas les problèmes de fond. Comme M. Boyer l'a rappelé, il est venu une fois à Fresnes, et ce n'est pas pour autant qu'il a dû constater les conditions de travail dans lesquelles travaillait l'administration pénitentiaire. On le sait depuis longtemps que la justice est le parent pauvre du régalien et qu'en fait les dépenses par habitant en justice sont inférieures de 2 fois par rapport à l'Allemagne. Donc il le sait, tous ces sujets-là. Et pourquoi est-ce que depuis qu'il est à Place Vendôme, il n'a pas agi sur les sujets de fond et qui permet, en tout cas que son administration et son cabinet, permettent des activités ludiques? Et lui-même s'était mis en scène en train de jouer au baby-foot avec des détenus. Donc je pense qu'il pense qu'en fait, en étant sympathique avec les détenus, en essayant de les comprendre, en faisant du pathos, en étant sympathique et en faisant de l'empathie avec ces gens-là, ils vont pouvoir se réinsérer sur le modèle « je vous comprends et vous n'êtes pas différent de moi et je ne suis pas différent de vous et donc comme on vous comprend, réinsérez-vous dans la société ». Moi, je suis d'accord avec M. Boyer. Je pense que l'activité essentielle et les crédits, parce que l'argent public se raréfie et qu'il n'est pas illimité, contrairement à ce que les gens pensent, il doit être concentré sur des priorités. Monsieur a dénoncé des priorités qui sont claires. Il faut améliorer, et pour tisser un lien qui soit durable dans le temps et pour ne pas avoir de problème entre les détenus et l'administration pénitentiaire, il faut améliorer les conditions de travail. Donc ça passe par la rénovation des prisons. On a un problème de recrutement au niveau de l'administration pénitentiaire. Oui. Donc est-ce qu'il ne faut pas consacrer une partie du budget sur l'augmentation des salaires afin de rendre le métier beaucoup plus attractif? Enfin, il y a un autre sujet sur la question de la réinsertion. Et comme monsieur le rappelait, c'est est-ce qu'on va permettre, est-ce qu'en faisant du karting ou même des activités, j'entends effectivement, peut-être que tout le monde a le droit à un loisir, mais est-ce que les Français peuvent entendre le message que les détenus, on doit travailler et imaginer des nouveaux loisirs pour les détenus plutôt que leurs conditions de réinsertion? Ils ont plusieurs objectifs à la peine. C'est de les sortir de la société parce qu'ils sont nuisibles et qu'ils ont commis soit un délit, soit un crime. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'ils réparent les victimes en les indemnisant ou en leur payant, en faisant leur peine. Le troisième point, c'est est-ce qu'ils peuvent se réinsérer dans la société? Et comment les réinsérer au mieux dans la société? C'est qu'ils aient un travail qui s'intègre dans la société, voire qui s'assimile à la culture française. Et est-ce qu'il ne faut pas concentrer les activités et leur temps disponible sur ces sujets-là, plutôt que les activités ludiques qui ne le feront pas sortir du quotidien? Moi, je pense que ce type d'activité les enferme dans une case, alors que l'objectif, ça doit être d'essayer de les élever en les réinsérant dans la société, et leur proposer quelque chose de plus grand que dans la condition dans laquelle ils étaient avant de rentrer en prison. Cédric Boyer, ce n'est pas une très bonne publicité? La question, moi je suis d'accord avec toi, Christian. De toute façon, les associations, on critique trop l'individualisme ici pour ne pas féliciter des gens qui consacrent leur temps et leur argent à l'activité du bien commun. Puis essayer de faire des choses aussi, tout simplement. Par contre, on peut être proactif. Par contre, on peut être en désaccord avec la méthode. On peut le féliciter pour leur engagement, mais être en désaccord avec la méthode. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est le profil des personnes qui sont ici. Il y a des personnes peut-être qui récidiveront et quoi qu'il arrive, ne pourront pas être sorties, ne sont pas réinsérables. Voilà, ça arrive toujours. Sur le reste, et la majorité d'entre eux,
qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se réinsérer dans la société au vu de leur âge et éventuellement au vu de la durée de leur condamnation. C'est-à-dire qu'ils vont arriver éventuellement sur le marché du travail entre 28 et 30 ans. Je pense que le sujet essentiel pour eux, c'est d'avoir des qualifications pour se réinsérer sur le marché du travail. Et si vous faites passer davantage la société du loisir sur la société du travail, ils vont se réinsérer avec une mauvais esprit dans la société. C'est ce que précisait Cédric Boyer. En 30 secondes, vraiment. Jean Messia a parlé de la supériorité de l'Occident sur la question de l'Occident a toujours sacralisé la vie. Mais également, l'Occident est devenu hégémonique dans le monde grâce à la rapidité du progrès. Et en fait, ce qui se heurte dans ce débat, c'est est-ce que les progrès techniques sont tellement illimités et sont tellement continus qu'on peut permettre à un humain de choisir même la fin de son destin et donc la question de sa propre mort. Je pense que c'est ça, sur le point philosophique, qu'est-ce qu'on est en train d'arbitrer. Est-ce qu'en fait, l'homme peut aller au-delà grâce au progrès technique, au-delà des lois naturelles? C'est sur le débat philosophique. Et après, il y a un débat qui est religieux. Ça a été le même sur la question de la peine de mort. C'est en fait, est-ce que l'homme avec un grand H peut administrer la mort de quelqu'un et disposer de l'arbitre en fait de la vie ou de la mort? Je pense que c'est un sujet compliqué. Christian Proto a parlé de la question des médecins. Je pense que la question des médecins, on a eu le même sujet le même débat sur la question du Covid. Les médecins en fait attendent un ordre et une direction claire de la part des pouvoirs publics et ne veulent pas choisir à la place des pouvoirs publics ou encore moins à la place d'une personne. Effectivement, leur serment d'Hippocrate les oblige à conduire et à soigner le maximum de vie possible. Mais si par cas ils avaient des décisions des pouvoirs publics, ils pourraient choisir d'administrer la mort à quelqu'un. Le sujet, moi je pense que ne doit pas être réglé au Parlement, il doit être réglé par référendum. Il faut pas régler le sujet à la différence du mariage pour tous, surtout les questions de société. Moi je pense qu'il faut passer par référendum. Et je pense que c'est au peuple français de choisir. Moi personnellement, je pense que dans la dignité humaine, dans les cas les plus critiques et les plus graves, il faut que les personnes puissent partir de façon digne, parce que je pense que c'est pas... Si on est tous égaux face à la mort, on est inégaux en fonction de la mort qu'on subit. Et donc, du coup, chacun a le droit à une mort qui est digne. Et dans les cas les plus particuliers, je pense que beaucoup de personnes ont peur de l'histoire qu'ils vont laisser, de l'image qu'ils vont laisser, notamment à leurs descendants et leurs enfants. Et ils ont le droit de choisir, au moins, même surtout les plus modestes, de partir dans la dignité et dans le respect. Sujet gaspillé, William T, mais ça paraît insensé. C'est incroyable. Ça se disent que le gouvernement est géré comme des fous et les pouvoirs publics sont gérés comme des fous. Comment ça se fait qu'on a pu gaspiller 1 milliard de mètres cubes d'eau alors que certains départements étaient placés en restriction d'eau par an? Mais parce que je pense qu'on ne peut rien faire. Non, le réseau, il y a une déperdition, il y a des fuites en fait. Oui, mais il y a des fuites dans le réseau. Mais c'est une question de... l'argent public se raréfie. De toute façon, on le sait, depuis une dizaine, vingtaine d'années, on a les mêmes débats sur où est-ce qu'on met l'argent public ou pas. Et à chaque fois, on manque de moyens. La question, c'est comment on fait pour utiliser l'argent. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est essentiel, c'est qu'en fait, on s'est fait arnaquer par les écologistes qui ont mis en avant le thème du réchauffement climatique, alors que le sujet essentiel, c'est celle du dérèglement climatique. Et si vous prenez cette donnée et vous dites qu'en fait, il ne faut pas mettre le paquet, tout l'argent disponible de la fiscalité environnementale, uniquement sur les éoliennes, etc., mais également sur les effets du dérèglement climatique, bizarrement, vous avez beaucoup plus d'argent, en sachant qu'on a dépensé entre 35 et 65 milliards d'euros par an dessus. Et si vous avez ces 35 à 65 milliards d'euros par an, est-ce que vous n'avez pas l'argent nécessaire pour lancer des grands plans d'investissement, notamment pour refaire toutes les canalisations et mettre en place l'économie circulaire et tous les sujets, les infrastructures nécessaires au stockage, etc., pour maintenir l'eau en sachant que c'est une ressource stratégique? Oui. Oui, je pense, évidemment. Mais le souci, à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est pareil que sur les prisons. C'est des arbitrages qu'on n'a jamais voulu faire. On a voulu tout faire en même temps et répondre à l'émotion et aux besoins immédiats. Et comme il faisait chaud, de temps en temps, il y a eu des canicules en 2030, on s'est dit, tiens, maintenant, comme il fait chaud, il faut lutter contre le réchauffement climatique, comme si la France, à elle seule, pouvait régler les problèmes de réchauffement climatique. Par contre, et je pense que les Français vont être sujets dessus, c'est que si on ne peut pas lutter à nous seuls contre le réchauffement climatique, les pouvoirs publics sont responsables si le gouvernement n'agit pas sur les effets du dérèglement climatique. Et là, on peut agir concrètement. Il faut revenir à un État stratège gaulien qui repose sur le commissariat au plan et les grands projets. Autre information, autre paramètre, ramification de... On a 2 solutions. Quand vous avez des entreprises qui sont en situation de monopole sur un marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte d'investir le moins possible pour se mettre en position de rente. Donc vous avez 2 choix. Soit vous ouvrez à la concurrence pour avoir plus de concurrence afin de créer une concurrence entre les acteurs, mais est-ce qu'un acteur, en ouvrant la concurrence, aura les moyens financiers de relancer les investissements nécessaires sur les infrastructures et réhabiliter tous les canaux, toutes les canalisations? Non. Donc il ne vous reste plus qu'une seule solution, c'est nationaliser. Il faut que l'État nationalise et fasse payer le coût sur la question de la distribution pour les investissements qui sont nécessaires. Et les investissements nécessaires, j'en ai parlé tout à l'heure, vous prenez une partie de l'argent sur une partie de la fiscalité environnementale en disant que c'est des effets du dérèglement climatique et vous permettez d'investir dessus. Et l'autre partie, c'est que vous nationalisez. Vous n'avez pas le choix. Est-ce que le gouvernement serait prêt à le faire?
C'est compliqué de nationaliser des entreprises privées comme ça, avec tous les intérêts que ça peut générer également. Ils vont nationaliser EDF complètement. Sur la question de l'électricité, parce qu'ils considèrent que l'électricité est une ressource stratégique majeure en vue du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et on peut considérer, au même titre, que l'eau est une ressource stratégique majeure. Mais même pour l'énergie, l'eau peut nous permettre de nous éclairer aussi. Quoi. Vous voyez, si par cas ça se justifie que le réseau est trop vétuste, qu'ils n'ont pas fait les investissements nécessaires, etc., est-ce que l'opinion publique est prête à ce que l'État nationalise? Je pense que le débat s'ouvre. Et pourtant, je ne suis pas socialiste et je ne suis pas communiste. Merci à tous les trois, en tout cas.